Un petit rappel. Quand on a couvert la dernière partie, on avait parlé du changement des années 60. Le monde est passé du socialisme au capitalisme. Et la raison pour laquelle c'est si important, c'est que le monde a changé. Et on est passé à un système de 401K où il y a des plans de retraite. Et cela a forcé beaucoup de gens qui étaient employés et travailleurs indépendants à devenir des investisseurs. Comme je l'ai dit, mon pauvre père était un homme très intelligent et bon, mais il n'était pas un investisseur. Il y a des gens qui sont des investisseurs passifs, et c'est ce que sont la plupart des gens. Ils vont travailler, ils cotisent à leur plan d'épargne retraite, et espèrent que la personne qui gère leur argent est plus intelligente qu'eux. Et le troisième type est l'investisseur actif. Si vous voulez être un investisseur actif, vous devez avoir une éducation financière. Et l'une des clés de l'éducation financière, beaucoup de gens disent, il faut de l'argent pour faire de l'argent. Combien de personnes ont entendu cette affirmation ? Ce n'est absolument pas vrai. Et vous allez en avoir la preuve ce soir. Il ne faut pas d'argent pour obtenir de l'argent ou pour en gagner. Cela commence par une chose appelée mots ou vocabulaire. La langue anglaise contient environ 2 millions de mots. Et chacun d'entre nous, en tant qu'individu, maîtrisons environ 5000 mots. Donc, une des façons d'augmenter votre richesse et votre capacité financière est de changer votre vocabulaire. Et une des raisons pour laquelle mon pauvre père était pauvre, et je leur ai dit, c'est un homme bon, mais il avait le vocabulaire d'un professeur d'école. Vous savez, il pensait que les gérondifs et les prépositions étaient vraiment importants. Mais je n'ai jamais gagné $1 avec un gérondif ou une préposition, que je sache. Vous savez, je pense que mes mots étaient retour sur investissement, valeur d'achat, etc. C'est ce qui me rend riche. Sachez que les mots font la richesse, et je vais maintenant aborder la base de l'éducation financière. Et ceci est une chose appelée l'état financier. Comme mon père riche me disait souvent, « Tu sais, c'est ton bulletin de notes quand tu seras grand, quand tu quitteras l'école. » Comme mon père riche l'a dit, son banquier n'a jamais demandé à voir son bulletin de notes. Le banquier ne dit jamais quelque chose comme « À quelle université es-tu allé ? Es-tu un bon étudiant ou un mauvais étudiant ?» Il ne demande jamais autre chose que si vous êtes un investisseur professionnel, ils vous demanderont quelque chose appelé état financier. Si vous êtes un non-investisseur ou un investisseur passif qui investit dans du 401K, ils vous demanderont un rapport de crédit. Donc, pour commencer à devenir riche, vous devez avoir un état financier. Et c'est un must. Beaucoup de gens ont des rapports de crédit. Mais les gens ici ont des états financiers. C'est une très grande différence ici. Commençons donc par les mots. Et l'un des plus grands mots sur lesquels les gens se trompent, et dont la définition est erronée, ce sont les mots actif et passif. Combien de personnes ont déjà entendu des gens dire « ma maison est un actif » ? Ça, c'est utiliser la mauvaise définition. C'est ça le problème. Donc je vais vous donner la définition que mon père riche m'a donnée. Vous ne la trouverez pas dans le dictionnaire habituel, parce que la définition est très simple, et c'est le guide de la richesse. La définition d'un actif est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Que vous travaillez ou non. C'est très simple. De ce fait, quand vous regardez cet état financier, ce compte de résultat et ce bilan, il y a une forme supplémentaire, et je ne suis pas un comptable, mais la comptabilité de base exige juste d'appeler cette forme l'état des flux de trésorerie ou cash flow. Et ici, ces actifs mettent de l'argent dans votre poche. Ainsi, par exemple, j'ai une maison, et chaque mois, disons que je perçois $100 après avoir payé toutes mes dépenses. La maison est un actif. Mais si la maison n'est pas louée et que chaque mois, elle me coûte de l'argent, cette même maison, qui était un actif, devient quoi ? Un passif. Voici donc le schéma de flux de trésorerie d'un passif. Quand une personne dit que sa maison est un actif, je lui demande alors, est-ce que cette maison met de l'argent dans votre poche ? Oh non, mais elle a pris de la valeur. Cela montre un manque d'intelligence financière ou de QI financier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter une maison, je ne dis rien de tout ça. Je dis juste qu'il ne faut pas appeler un passif un quoi ? Un actif. Et c'est le problème d'utiliser le mauvais mot pour désigner la mauvaise chose ici. Ou je pourrais avoir une voiture. Si j'utilise une voiture comme taxi et que chaque mois elle me rapporte $1000 dans la poche, c'est un actif. Mais j'ai ma BMW et elle me coûte $1000 par mois, c'est un passif. C'est donc très simple. N'appelez pas un passif un actif. Et c'est là que les gens ont des problèmes. La prochaine chose que je peux vous dire, c'est que mon banquier ne m'a jamais demandé mon bulletin de notes.
Et mes banquiers, si je dois leur emprunter beaucoup d'argent, ils veulent voir mes finances. Et ce qu'un banquier recherche, c'est votre QI financier. Ils ne se soucient pas de votre QI académique. Ils veulent voir à quel point vous êtes intelligent avec l'argent. Et ce n'est pas que, vous savez, je porte de beaux vêtements et j'ai une belle montre et une belle maison avec une belle voiture. Le banquier ne se soucie pas de ça. Combien connaissent des gens qui ont l'air bien, mais qui sont réellement fauchés? Vous voyez de quoi je parle. Donc, et c'est le gros problème ici, quand un banquier regarde ces choses, il regarde aussi le cash flow. Quand un banquier regarde ça, disons que la personne a un emploi, l'argent rentre et l'argent sort. Le banquier regarde ça. C'est le schéma de flux de trésorerie d'une personne pauvre. Si elle ne change pas ce schéma, elle restera pauvre. Ce n'est pas combien d'argent vous gagnez, c'est combien d'argent vous dépensez qui est en jeu. Par exemple, je connais un ami médecin. Il gagne environ 400 000 $ par an. Il est très fier. Il n'a pas de dette. Vous savez, il fait partie des gens qui pensent que c'est mal d'avoir de la dette. Et c'est vraiment débile. Mais bon, il gagne 400 000 $ et il les dépense. Ainsi, même s'il gagne beaucoup d'argent, il a tout d'une personne pauvre. Ce que la classe moyenne a tendance à faire, c'est d'abord d'avoir une grande maison et avoir ce qu'on appelle une hypothèque. Et l'hypothèque vient du mot français mortier, qui signifie mort. C'est ce que ça veut dire. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils ont une hypothèque, une belle BMW ou une Mercedes, donc ils ont l'air bien, mais ils sont fauchés. Et soudain ils se disent « Oh, je peux avoir un schéma de flux de trésorerie qui ressemble à ça ». Et c'est le modèle de flux de trésorerie de la classe moyenne. C'est travailler dur et se ruiner. Vous savez, ils n'arrivent jamais à avancer. Ils achètent de grandes maisons, ils font un prêt hypothécaire et pensent être un Donald Trump de l'investissement immobilier. Tout ce qu'ils ont, c'est acheter une grande maison et ils sont endettés. Beaucoup de gens utilisent leur maison comme un distributeur de billets. Et à chaque fois qu'elle prend de la valeur, ils revendent pour gagner en bénéfice. Vous savez, c'est vraiment un point de vue de perdant là. Je veux dire, les banquiers vous aiment parce que vous êtes très endettés, mais ce n'est pas une façon d'avancer. Et voici le schéma de flux de trésorerie des personnes riches. Ils ont des actifs ici. En général, ces gens ont une entreprise, de l'immobilier, des dividendes d'actions, d'obligations, des choses comme ça avec des intérêts. Ce sont donc des actifs. Souvent, je demande aux gens d'y penser de cette façon. Si vous arrêtez de travailler aujourd'hui, disons que vous êtes marié et que vous avez un conjoint, si vous arrêtez de travailler aujourd'hui, combien d'argent continue à entrer dans votre poche et combien d'argent continue à en sortir? Toutes les choses qui soutirent de l'argent dans votre poche sont quoi? Des passifs. Et si ça met de l'argent dans votre poche, c'est un actif. Donc la raison pour laquelle ma femme et moi avons pu prendre notre retraite est très simple. Nous avons de l'argent qui va, comme ça. Cela signifie que nous sommes riches. Vous savez, nous n'avons pas beaucoup d'économies et tout ça. Mais chaque mois, ce sont des centaines de milliers de dollars qui vont comme ça. Et c'est comme ça qu'on devient riche. Vous avez juste des actifs qui produisent de l'argent tous les mois. Quand j'ai fait ce programme à Singapour, j'ai demandé aux gens, pourriez-vous me dire certains des actifs que vous avez? Une femme lève la main et dit « Mon meilleur actif est mon mari ». Et j'ai dit « Madame, je parle d'objets inanimés et non humains ». Et elle a dit « C'est bien lui, il fait beaucoup d'argent pour moi ». Donc tout le monde confond l'actif et le passif, le schéma de flux de trésorerie, et c'est pourquoi les banquiers ne vous demandent pas votre bulletin de notes, ils veulent voir vos états financiers. Si vous avez un bon quotient intellectuel financier, ils vous donneront beaucoup d'argent. Si vous avez un mauvais QI financier, ils vous donneront une carte de crédit ou un petit prêt immobilier. C'est la différence ici. Il y a des années et des années, je suis allé à l'école du dimanche. Je ne suis pas un spécialiste de la religion et je ne pousse la religion sur personne. Mais je me souviens de l'histoire de l'homme riche. Je crois qu'il avait 3 fils ou quelque chose comme ça. Et il a donné à l'un des fils telle somme d'argent, et au second telle autre somme d'argent, et puis à son 3e fils aussi telle somme d'argent. Le premier fils a tout dépensé. Il s'est débarrassé de tout cet argent et le père a dit « Ok ». Le 2e fils est arrivé, le père lui a demandé ce qu'il a fait de l'argent, et le fils répond « Je l'ai enterré quelque part ». Et puis le 3e est revenu, et avait entre ses mains 5 000 $. Il avait multiplié l'argent. À ce moment-là, le père a pris toute sa fortune et l'a donnée à son 3e fils, qui a multiplié l'argent. Et c'est ce que j'ai appris à l'école du dimanche. C'est que Dieu, ou qui que ce soit, n'aime pas les gens qui gaspillent leur argent, ou ceux qui vont juste l'enterrer. Donc les pauvres dépensent leur argent, la classe moyenne enterre son argent, et le met juste dans un 401k ou une épargne, et les riches savent comment multiplier leur argent. La vraie clé est donc la suivante. Ce
ce n'est pas tant le revenu que vous gagnez que l'endroit où vous placez votre argent. Autrement dit, vos dépenses. Est-ce que vous dépensez votre argent de cette façon ou de cette façon? Et c'est pourquoi les gens qui essayent toujours de gagner plus d'argent n'avancent pas, tout simplement. Parce qu'ils regardent au mauvais endroit. Ce n'est plus ici qu'il faut regarder. Mais dans quoi dépensez-vous votre temps et votre argent? C'est pourquoi je vous remercie d'être ici ce soir et je remercie aussi ceux qui regardent depuis chez eux et qui investissent dans leur éducation, leur temps et je l'espère un peu d'argent aussi et soutiennent une grande cause ici. C'est vraiment important. La façon dont vous dépensez votre temps et votre argent, ça fait la différence. Et puis, la troisième chose est la suivante. Votre maison n'est pas un actif. Quand votre banquier dit que votre maison est un actif, votre banquier ne vous ment pas. Cela vous éclaircirait mieux parce que si vous avez une hypothèque sur un bilan, elle doit être équilibrée. Donc, l'hypothèque est votre passif et elle doit s'équilibrer. Et quand vous dites que l'hypothèque est votre actif bancaire, c'est là toute la différence. Et c'est pourquoi vos banquiers disent que votre maison est un actif. Ils ne vous mentent pas. Ils ne disent juste pas à qui appartient la maison. C'est leur actif à eux, pas le vôtre. Et la manière avec laquelle vous pouvez le savoir est que l'actif met de l'argent dans votre poche et le passif est, ce qui soutire de l'argent de votre poche. Donc, quand vous regardez ça, l'argent entre ici et revient ici. Ça prend de l'argent de votre poche et ça met de l'argent dans la poche de la banque. Vous savez pourquoi votre banquier dit que votre maison est un actif et pourquoi il est très important de comprendre la définition du mot que vous utilisez? N'utilisez pas seulement un mot, parce que si vous continuez à dire que votre maison est un actif, alors que c'est un passif, ou si vous dites qu'une voiture est un actif, alors que c'est en réalité un passif, ou que vos vacances à Hawaï sont un actif, alors que c'est aussi un passif, que votre prêt hypothécaire est un actif, etc., vous n'y arriverez pas. Mais ce que la plupart des gens vous disent, c'est « Répétez après moi. Travaillez dur, économisez, désendettez-vous, investissez à long terme et diversifiez. » Combien de personnes ont entendu ça? Et la raison pour laquelle je parle ici est que vers 1996, je regardais cette émission matinale très célèbre qui est diffusée dans tout le pays. Et il y avait ce très beau couple qui animait l'émission et un jour il disait « Aujourd'hui nous avons l'expert financier de tous les temps et il va nous donner des conseils financiers pour la nouvelle année qui commence. » C'était vers 1996 ou je ne sais plus quand, et ils accueillaient l'expert avec un tonnerre d'applaudissements. Et celui-ci dit « Ce que je recommande pour cette année 1997, c'est de travailler dur, d'économiser et de se désendetter. » Je ne peux même pas faire son accent. Et il ajoute « Et enfin, investir à long terme et diversifier. » Et les animateurs disent « Oh, c'est tellement brillant !» Pour votre sagesse infinie sur ce sujet de la finance, nous vous remercions. L'année suivante, ils l'ont ramené encore. Même chose. Et pour la nouvelle année, je vous recommande quoi? De travailler dur, économiser de l'argent, sortez de vos dettes, investissez à long terme et diversifiez. Et les animateurs disent « On ne peut pas croire, c'est un génie! Quel joli conseil financier !» Chaque année, même type, même message, même conseil, et les autres pensent que c'est brillant. Puis, après 2000, le marché boursier a commencé à s'effondrer. Et ils ont fait venir le même expert. Et il est venu et a dit « Ce que je recommande, c'est travailler dur, économiser de l'argent, se désendetter et investir à long terme et diversifier. » Et le marché a continué de s'effondrer et il a continué à donner le même conseil. Et voici ce que je veux dire à propos de ces conseils. Entre 2000 et 2004, des millions de petits investisseurs ont perdu entre 7 et 9 trillions de dollars. Au même moment, Wall Street payait des bonus parfois très importants à ceux qui ont un QI financier. Et c'était le conseil qu'il donnait aux gens ici qui les a fait perdre beaucoup. Je tiens à vous dire que ce conseil fonctionnait autrefois. Il ne marche plus aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est un mauvais conseil. Je dis juste que ça marchait avant. Parce que, après 1974, ça a commencé à changer. Et je vais vous expliquer comment ce changement s'est produit et pourquoi les gens ont des problèmes en suivant ces conseils. Surtout celui-ci. Parce que vous allez le découvrir. L'épargne, les actions, les obligations et les fonds communs de placement sont les plus risqués de tous les investissements. Ils sont les plus risqués de tous les investissements, mais la plupart des gens pensent qu'ils sont sûrs. Et c'est ce que vous allez découvrir. Et c'est pourquoi je remercie la télévision publique de m'avoir permis de dire ce que je vais dire. Parce qu'autant de personnes que d'organisations dans mon milieu ne veulent pas que je vous dise ce que je suis sur le point de vous dire. Et toutes les petites personnes qu'ils engagent, qui sont des soi-disant experts financiers, alors qu'en réalité, ils ne sont pas vraiment des experts financiers. Vous réaliserez que la plupart des experts financiers ne sont pas des entrepreneurs et des investisseurs.
Ce sont des vendeurs qui vivent de leur commission, et je vais vous parler de certaines de ces différences. Je sais que je suis un investisseur très simplement parce que je vis de mes revenus tirés de mes investissements. Je ne vis pas de mes commissions. Et il y a une très grande différence là. La raison pour laquelle travailler dur est un conseil obsolète, c'est qu'en 1943, le gouvernement américain a puni tous les employés. Après 1943, il y avait une chose appelée la loi sur le paiement des impôts courants. À ce moment-là, pour tous les salaires des employés, le gouvernement était payé en premier. Avez-vous déjà ouvert votre chèque de paie et vous êtes dit « Qu'est-il arrivé à mon argent ?» Eh bien la réponse c'est 1943. Donc le problème quand on est employé et qu'on travaille dur, c'est que plus on travaille et plus on gagne d'argent, plus vous montez dans la tranche d'imposition. Ces gens-là sont lourdement taxés. Alors que ceux-là ont toutes les échappatoires fiscales. C'est pourquoi je peux me faire beaucoup d'argent, et légalement. La différence c'est que je suis de ce côté-là. Mais le système scolaire nous apprend le contraire. En 1986, ils ont passé le 86 Tax Reform Act, et par là, ils ont taxé tous les docteurs, les avocats, tous ceux qui étaient des bons étudiants, ils les ont cloués. Mais ce qui s'est passé ici, c'est que les gars comme moi, vous savez, les mauvais étudiants, on peut gagner plus d'argent et payer moins d'impôts que les bons étudiants, ceux qui prouvent qu'il y a un Dieu quelque part. L'idée d'économiser de l'argent est une idée obsolète parce qu'en 1971, un homme nommé président Nixon nous a sorti de ce que l'on appelle l'étalon or, ou les accords de Bretton Woods. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé en 1971, c'est que l'argent est devenu une monnaie. Donc, ce que vous avez commencé à épargner après 1971 n'était pas de l'argent, mais une monnaie. Et le problème avec la monnaie, c'est que le gouvernement peut l'imprimer plus vite que vous ne pouvez l'économiser. Et l'autre chose à ce sujet, si vous comprenez l'économie, c'est que lorsque vous regardez le dollar, qui est une monnaie, disons $1, c'est une monnaie qui est conçue pour chuter de 0,05 centimes sur 40 ans. Autrement, une monnaie conçue pour perdre de sa valeur, afin que le gouvernement puisse continuer à s'endetter. Comme ça, ils peuvent l'imprimer plus vite que vous ne pouvez l'économiser. C'est le gros problème avec ça. Ensuite, si vous regardez les statistiques réelles, et c'est la raison pour laquelle je n'économise pas de l'argent, si vous regardez ces dernières années, comme je l'ai dit, de 1995 à 2005, ce qui s'est passé, c'est que le dollar est allé dans cette direction. Et voici comment vous pouvez savoir combien d'argent vous perdez quand vous économisez. Alors que votre dollar épargné perdait de la valeur, l'or est passé de 250 à 500 $ dans le même temps. Cela signifie que votre dollar a perdu 50%. Il a perdu 50% de son pouvoir d'achat. Et les banques vous payent 1% d'intérêt. Dites-moi si c'est intelligent d'économiser de l'argent. C'est pourquoi le débiteur est le grand gagnant. Le débiteur a commencé à gagner. Et ce n'est pas seulement l'or. L'or est juste un exemple. Et je peux entendre les économistes dire « il ne sait pas de quoi il parle ». Je ne dis pas que je suis un économiste. Je dis juste regardez le prix de l'or. Il faut 2 fois plus de dollars pour acheter la même quantité. Mais pas seulement ça. La maison de mon père, qu'il a achetée je pense en 1965 ou quelque part par là, il l'a payée 50 000 $ et elle vaut aujourd'hui 5 millions. C'est la même maison. Cela signifie donc que le pouvoir d'achat du dollar a baissé. La maison n'a pas pris de valeur. C'est le dollar qui a baissé. Et l'autre chose, et ce n'est pas vraiment un bon indicateur, mais regardez, en 1995, le pétrole était à 10 $. Aujourd'hui, c'est 60 $. Cela signifie de ce fait que le dollar a baissé et qu'il vous faut 6 $ de plus pour acheter la même quantité de pétrole. Et alors les économistes disent « le pétrole n'affecte pas l'inflation ». Mais vous plaisantez. Ils veulent juste vous faire croire qu'investir est risqué. Combien de personnes ont entendu dire que l'investissement est risqué? Bien, cette section du programme explique que le risque n'est rien d'autre qu'un manque de contrôle. La différence numéro 1 entre un investisseur actif et un investisseur passif, c'est le contrôle. Ce que je vais vous montrer ce soir, c'est ce que je fais en tant qu'investisseur actif. Je veux avoir le contrôle. Si j'ai le contrôle, je n'ai pas de risque. Et c'est là toute la différence. Donc, je vais utiliser une métaphore que la plupart d'entre nous ici peuvent comprendre. Vous savez, l'exemple d'une voiture. Combien de personnes réalisent qu'il y a un risque à conduire une voiture? Bien, mais conduire une voiture ne doit pas être forcément risqué si la voiture dispose de ces 6 choses. Voici les 6 contrôles qu'une voiture doit avoir. Le numéro 1 est le volant, n'est-ce pas? Combien de personnes n'achèteraient pas une voiture si elle n'avait pas de volant? Alors, laissez-moi m'asseoir là-dedans,
Je monte dans ma voiture et le premier contrôle que je fais, je veux vérifier si j'ai un volant. Contrôle numéro 2, pédale d'accélérateur. Après quoi, vous avez intérêt à avoir quoi? Des freins. Combien de personnes conduiraient une voiture sans frein? Et vous avez un levier de vitesse, avant et arrière, comme ça. Et l'autre chose que vous devez aussi avoir, c'est un permis de conduire. Et vous devez avoir une assurance. Donc, si je conduis sur la route, vous savez, en allant un peu trop vite, j'entends un gyrophare. Un policier m'arrête. Et quelle est la première chose qu'il me demande? Mon permis de conduire. Et une preuve de quoi? Une preuve d'assurance. Combien de personnes ne laisseront pas quelqu'un qui n'est pas assuré conduire leur voiture? Combien de personnes ne laisseraient pas quelqu'un qui n'a pas de permis de conduire conduire leur voiture? Je veux dire, c'est stupide, mais c'est ce que font les investisseurs. Ils investissent en fait dans les plans d'épargne, actions, obligations, fonds communs de placement, sans aucun contrôle. Maintenant, ça se passe comme ça. Et c'est pourquoi ils pensent que c'est risqué. Voici la pire partie. Qui d'autre n'a aucun contrôle? Votre conseiller financier. Votre conseiller financier qui vous dit de diversifier. Voici, c'est qu'ils font « Wow, je prédisais autre chose, j'ai prédit ceci ». Et je parie que c'est le genre de conseil financier que la plupart des gens ont. Ce n'est pas ce que je fais. En tant qu'investisseur professionnel, je veux le contrôle. Alors laissez-moi vous aider à sortir de cette épave tout de suite. Je conduis une voiture que lorsqu'elle a ses 6 contrôles. En tant qu'investisseur, je veux les 6 contrôles également. Le contrôle numéro 1, je veux le contrôle de mes revenus. Contrôle numéro 2, mes dépenses. Numéro 3, la valeur de l'actif. Numéro 4, la responsabilité. Numéro 5, je veux une éducation ou une gestion financière. Et 6, je veux une assurance. Ce sont les 6 contrôles que je veux en tant qu'investisseur actif. Donc, quand nous reviendrons prochainement, le sujet de ma discussion portera sur l'une des façons de devenir riche, c'est de trouver ce génie naturel qui est bien enfoui en chacun de nous. Et c'est le sujet de la prochaine partie. Merci beaucoup.